Et il était prévu information générale au début, mais je le dirai à la fin. Il est prévu aussi d'organiser le travail pour l'an prochain. Et on démarre directement par notre ami Philippe Roderer, un pilier de la première heure de notre mouvement, inspecteur dans l'Académie de Créteil, qui a vraiment lancé une équipe extraordinaire dans l'Académie de Créteil. En répétant que les informations générales, je ne les ai pas oubliées, mais je m'arrangerai pour les mettre en fin de réunion. Philippe, c'est à toi. Merci André. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là et de vous retrouver, Certains que je connais depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps, d'autres pas du tout. Mais je suis vraiment très heureux d'être là, particulièrement heureux de revoir Marie, dont je vais parler dans quelques minutes et l'histoire qu'André m'a proposé de vous raconter. Eh bien, Marie en est un personnage important, c'est pas la seule, mais j'en dirai quelques mots. Merci André pour cette invitation. Je ne sais plus comment tu as appelé les raisons d'un soutien, c'est ça? C'est ça. C'est la consigne qui m'est donnée. En fait, je vais retracer un peu voilà, le travail qu'on a mené dans l'Académie de Créteil, académie que j'ai quittée il y a 4 ans maintenant pour rejoindre l'Académie de Grenoble, où j'ai en charge la circonscription la plus élevée de France. Parce que dans cette circonscription, quel endroit? Dans cette circonscription, il y a le sommet du Mont Blanc. Et donc, c'est Chamonix. Voilà. Alors, ah non, Philippe, le sommet du Mont Blanc est sur la commune de Saint-Gervais. Attention. C'est vrai, c'est Saint-Gervais, exact. Si je dis ça, je vais avoir des ennuis avec Oui, le maire de Saint-Gervais. c'est vrai, c'est moi qui, je savais ça. Non, mais les Chamoniards et les habitants de Saint-Gervais se disputent le sommet du Mont Blanc depuis bien longtemps. Non, mais c'est vrai que ça, pas le paradoxe, mais d'ailleurs la route initiale pour le Mont Blanc est partie de Saint-Gervais d'ailleurs. Tout à fait, la voie royale, comme on dit, d'accès au Mont Blanc démarre de Saint-Gervais. Alors voilà, j'ai cette chance d'être aujourd'hui l'inspecteur premier degré de la circonscription de Saint-Gervais, circonscription dans laquelle on a des communes comme Chamonix, comme Saint-Gervais évidemment, comme Megève, comme Combloux, comme Pras-sur-Arly, comme les Contamines Montjoie dont vous avez toutes et tous entendu parler il y a 1 an et demi, 2 ans. Première commune contaminée. Première école fermée en France, c'était aux Contamines Montjoie et j'avais passé un week-end assez extraordinaire quand tout ça est arrivé. Bref, on n'est pas là pour raconter tout ça, mais plutôt l'histoire de ma rencontre avec André et le mouvement. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, c'était en 2009. Je préparais le concours d'inspecteur et comme tous les collègues qui préparent ce concours, je naviguais pas mal dans Internet pour y trouver des ressources pour affiner mes connaissances de tel ou tel sujet et évidemment pour réfléchir aux questions d'évaluation. Eh bien, je suis tombé sur une conférence qu'André avait donnée, je crois en 2008, je n'ai pas retenu la date, mais je crois que c'était en 2008, à l'ESN, qui s'appelle désormais l'IH2EF. L'ESN, c'est l'institut, c'était une école à l'époque où on formait les inspecteurs et les chefs d'établissement, c'est désormais un institut. Et donc André, je ne sais plus en quelle année c'était, mais je crois que c'était en 2008, tu avais donné une conférence qui avait été captée devant tous les stagiaires de l'ESN, ta célèbre conférence autour de la constante macabre et de l'évaluation par contrat de confiance. Et alors, je ne sais pas, j'étais très sensible aux questions d'évaluation. Ça me vient sans doute de mon parcours professionnel, puisqu'avant d'être inspecteur, j'étais professeur des écoles, enseignant spécialisé. Et j'ai très longtemps enseigné dans ce qu'on appelait les classes de perfectionnement dans les années 80 et 90. Et puis, je me suis occupé ensuite d'élèves handicapés. Donc, cette question de l'évaluation des élèves, de
la recherche de l'équité, de l'impact que les évaluations peuvent avoir sur le parcours de tel ou tel élève, et notamment des plus fragiles, de ceux que le système laisse parfois au bord du chemin. Eh bien j'y étais très sensible, et c'est vrai que cette conférence d'André, ça avait fait une sorte d'électrochoc, et je me souviens le jour de l'oral du concours avoir parlé de cette conférence. Bref, c'était mon premier contact. Il était virtuel par le biais du site de l'ESN et de cette conférence. Je crois que ça devait être une année ou deux après la sortie du premier livre d'André. Je l'ai pris avec moi, le premier livre d'André, parce que dans ce livre, il y a une dédicace et puis il y a une date importante, mais je réserve pour tout à l'heure. Voilà, alors sans doute, c'était dû à la truculence d'André en conférence. Mais au-delà du fond, il y a bien sûr la forme dans les interventions d'André qui accroche tout de suite le public, et c'est vrai que ça a été une rencontre très très forte, et au-delà des mots et des idées que véhiculait André dans cette conférence, le personnage enfin, j'y suis resté très attaché, je m'y suis attaché tout de suite. Alors voilà, en 2009, je préparais le concours, et puis en 2010, je suis nommé à Ponto Combo, et c'est là que je rencontre Marie, j'y reviendrai tout à l'heure, Marie Rouillon, qui est là. Je ne sais pas si c'est comme moi sur l'écran, elle est à droite sur la 3e ligne, elle nous fait coucou. Et en juin 2010, je suis nommé inspecteur à Ponto Combo, une circonscription très très différente de celle de Saint-Gervais. C'est plus plat, c'est plus urbain, c'est moins montagnard. Et donc j'ai à construire le premier plan de formation. Enfin mon premier plan de formation en tout cas, avec 2 conseillers pédagogiques. Je veux les citer parce qu'il y en a un qui nous a quittés il y a quelques années, Joël Accard, et qui a beaucoup compté dans tout le travail qu'on a mené au départ autour de l'EPCC, de la constante macabre. Joël, ça a été le CPC qui m'a tout de suite, le conseiller pédagogique, CPC c'est un acronyme du premier degré, le conseiller pédagogique de circonscription, qui a beaucoup travaillé avec une autre conseillère pédagogique qui s'appelle Nathalie Hamon, qui a désormais des responsabilités importantes à la Maïf et qui est directrice de SECPA. Et on a construit ce premier plan de formation avec une petite idée qui me trottait dans la tête, mais si on faisait venir André Antibi dans la circonscription. Pour moi, jeune inspecteur, faire venir André Antibi, c'était comme faire venir Mick Jagger. Le challenge était aussi important. C'était, enfin voilà, j'avais évoqué ça lors de la réunion d'équipe en disant, mais si on tentait ça sans y croire une seule seconde. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à trouver une adresse mail ou contacter André. Je crois que ça devait être sur le site du MCLCM dont Gérard devait déjà s'occuper. Et ça devait être les premières années du site, et il devait y avoir une adresse de contact. Et j'ai tenté ma chance en expliquant que le discours d'André m'avait particulièrement intéressé et convaincu, et que j'aurais bien aimé en faire profiter les enseignants de la circonscription de Ponto, qui devaient être aux alentours de 350. Et aux surprises, je me souviens avoir envoyé ce mail pendant l'été, et aux surprises, j'ai eu une réponse assez rapide d'André me disant, mais avec plaisir, appelons-nous, échangeons nos téléphones, et on trouvera bien un moyen. Alors, bon, d'abord, il fallait trouver quand même quelques subsides pour faire venir André, lui payer un billet de train, l'héberger. Vous savez que dans le premier degré, les crédits de formation, c'est tout de suite une aventure. Mais on a quand même réussi à trouver quelques centaines d'euros pour financer cette conférence. Et c'est pour ça que je disais que ce livre est important, parce que dans ce livre, il y a une date, et je ne sais pas si vous la voyez, c'était le 13 octobre 2010. Et le 13 octobre 2010, André a prononcé une conférence, comme vous l'avez sans doute déjà tous entendu plein de fois le faire. Mais moi, c'était la première fois en live devant tous les enseignants de Ponto Combo réunis, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et je crois, sans
sans trahir la réalité. Je parle sous le contrôle d'André, évidemment, qui était là, et de Marie, qui était dans la salle, qui était maître formatrice dans la circonscription et que je rencontrais. Je crois que ça s'est terminé par une sorte de standing ovation. Je me souviens de tous les enseignants debout. Alors, quand je vous dis que c'était comme faire venir Mick Jagger, il y avait quand même de ça quand même. Et j'ai souvenir de cette standing ovation à la fin de la conférence. C'était dans une salle des fêtes, je crois, à Lésigny, Marie. Je crois que c'était à Lésigny. Et c'est là que l'histoire a réellement commencé dans la circonscription, parce qu'on ne s'est pas arrêté à une conférence d'André, parce que bon, voilà, c'est formidable, il emporte le succès immédiatement, mais que se passe-t-il après, une fois que la conférence s'est terminée, que chacun est retourné dans sa classe, que se passe-t-il? Et l'année suivante, on a laissé un peu maturer tout ça, et l'année suivante, avec Marie, mais avec d'autres formateurs de la circonscription, formatrices, il devait y avoir Catherine Massico avec nous, qui est désormais inspectrice, et d'autres. Joël était là, bien sûr, Nathalie Hamon, les conseillers de la circonscription. On a monté, dans le plan de formation de l'année suivante, des groupes de travail, et il y avait un groupe de travail par niveau. On avait commencé au CP jusqu'au CM2, avec, dans le plan de formation de mémoire, je crois, 12 heures de travail, 9 heures ou 12 heures, je ne sais plus très bien, consacrées à aller plus loin que ce temps de sensibilisation que les collègues avaient vécu pendant la conférence d'André. Comment, finalement, le PCC, on peut le mettre en œuvre au quotidien dans la classe, avec les problématiques qui sont les nôtres quand on est enseignant de CP, par exemple, et qu'on a à apprendre à lire à des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'EPCC avec des enseignants de CP, avec des élèves de CP qui, tous les soirs, rentrent à la maison avec un nouveau son à apprendre, des syllabes à apprendre. Alors, il y aura une évaluation à un moment donné, mais enfin, ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire, évaluation, quand on a 6 ans et qu'on apprend à lire, qu'on apprend à compter, qu'on apprend à calculer. Et donc, on a voulu documenter un peu tout ça. Comment on fait avec des enseignants de CP, de CE1, de CE2? Et donc, le cahier des charges qu'on leur avait fixé, c'était avec un formateur, eh bien, vous vous mettez d'accord d'abord sur une discipline, parce qu'à l'école élémentaire, les enseignants sont comment dirais-je, polyvalents. Donc, vous vous mettez d'accord sur une discipline. Et puis, dans ce groupe de travail, où ils étaient une vingtaine, 20-25, vous allez vous mettre d'accord au sein de cette discipline sur une programmation commune. Merci Corinne pour l'illustration de ces quelques propos. Et vous allez vous mettre d'accord sur une programmation et puis sur un rythme d'évaluation, puis vous allez préparer, en essayant de vous souvenir de ce qu'André vous a dit pendant cette conférence, vous allez préparer des évaluations, des contrôles, sous la forme d'une évaluation par contrat de confiance. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça vous pose des problèmes et que ces problèmes, bien, vous les résolviez ensemble et qu'on puisse les partager et tous progresser autour de cette évaluation par contrat de confiance. Ça a plutôt pas mal marché et on a eu des premiers retours assez intéressants. Alors, comme toujours, avec des collègues qui accrochent tout de suite et qui trouvent plein de trucs super intéressants à partager, d'autres qui sont plus dubitatifs, d'autres qui ont besoin de plus de temps pour rentrer dans la démarche, d'autres qui se l'approprient mais qui l'adaptent. Je me souviens de discussions assez épiques avec André sur est-ce que c'est toujours de l'EPCC, jusqu'où ça va. Enfin, voilà, c'était très, très enrichissant. Je me souviens avoir emmené André dans l'école de Marie, où avec des collègues qui expérimentaient, eh bien, on avait fait des retours à chaud de ce qu'il faisait. J'oublie pas un personnage qui a été très important dans la circonscription, qui est proviseur désormais, qui s'appelle Marc Guillard. Il était principal d'un collège, Marc, principal d'un collège de Ponto-Combo. C'était son premier poste de principal. Et on a tout de suite fait de la liaison école-collège un objet on a mis l'évaluation comme objet de travail dans la liaison école-collège et en s'appuyant sur un petit groupe de professeurs. Je n'ai plus leur nom en tête, mais je me souviens des disciplines. Il y avait exactement.
Grégory qui était Turgès. Exactement, professeur de français. Il y avait un professeur de physique-chimie, je crois. Il devait y avoir Ouais, un Grégory. SVT. Enfin, Marc Guillard a eu autour de lui des profs qui l'ont suivi tout de suite. Et ça a fait une belle osmose entre les enseignants du premier degré. Et d'ailleurs, Marie était directrice d'une école qui dépendait de ce collège. Donc, la liaison était toute faite et les élèves qui passaient du CM2 à la 6e avec les mêmes habitudes de travail et d'évaluation, enfin, c'était extrêmement riche. À côté de ça, on a essayé de regarder et de mesurer l'impact que le PCC avait sur les résultats des élèves. À l'époque, on avait des évaluations nationales qui n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les évaluations de CP et de CE1 qui se passent en début d'année, c'était des évaluations bilan en fin d'année au CM2 et au CE2, si mes souvenirs sont bons. Et on a fait un protocole expérimental assez sérieux, même s'il y avait peu de classes, et donc il fallait être modeste dans ce qu'on faisait dire à ces résultats, mais il y avait des classes tests qui utilisaient le PCC, il y avait des classes témoins qui, elles, ne l'utilisaient pas, et puis on regardait au bout d'un parcours CP, CE1, CE2, est-ce que les élèves qui ont fait de l'EPCC pendant 3 ans, est-ce qu'ils ont les mêmes résultats à cette évaluation qui est standardisée, qui n'est pas EPCC, une évaluation voilà, que tous les élèves passent en fin d'année de CE2. Est-ce qu'on peut mesurer un impact, même si, voilà, évidemment, il y a tout un tas d'autres facteurs et d'un point de vue purement scientifique, tout ça était très contestable, mais on a pu quand même voir des choses qui étaient tout à fait intéressantes, avec notamment sur les élèves les plus fragiles, des élèves qui, en fin de CE2 ou en fin de CM2, au moment où arrivaient ces évaluations de fin d'année, eh bien, sur les élèves fragiles, on voyait des constantes et on voyait des élèves plus en confiance et qui réussissaient mieux. Parallèlement à ça, moi, j'ai piloté un groupe départemental en Seine-et-Marne sur l'évaluation. L'inspectrice d'académie, on ne devait pas encore dire directrice académique à l'époque, m'avait confié ce groupe évaluation et du coup, sans le talent d'André, mais j'ai fait tout un tas de conférences dans le département et puis dans l'académie, à Champigny, à Dammartin-en-Goël, à Saint-Maur, à Nemours, à Sénart. On a animé des journées départementales. André était venu refaire une conférence devant tous les inspecteurs et tous les formateurs du département. Bref, il y avait une dynamique extrêmement intéressante et c'est là que Florence Robine, qui était à l'époque rectrice de l'Académie de Créteil, s'est dit il est en train de se passer un truc dans l'Académie autour de l'évaluation qui serait peut-être intéressant de regarder d'un peu plus près. Et je me souviens avoir été convoqué dans le bureau de Florence Robine un soir à Créteil, un vendredi soir, où pendant 2 heures, pour ceux qui connaissent Florence Robine, elle est une sorte un peu de franc-parler, hein. Et elle m'a assis dans son bureau elle m'a dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur l'évaluation? Racontez-moi ». Et donc, c'était un peu impressionnant. Moi, j'étais un inspecteur qui débutait et je me suis retrouvé en tête-à-tête avec Florence Robine pendant 1h30 à 2 heures, où au départ, je me suis dit « Mais dois-je me justifier de ce qu'on est en train de faire ?» ou en fait, pas du tout. Florence Robine était tout à fait passionnée par ce qui était en train de se passer. Elle nous a beaucoup aidés par la suite. Et par la suite, ça a été la conférence nationale sur l'évaluation. En décembre 2014, je crois que Claude Tran devait être là pour filmer. Je me souviens, je crois tu m'avais interviewé dans les coulisses de la conférence nationale et tu as encore des traces de ça. Et on s'était retrouvés, voilà, c'est ça. On s'était retrouvés avec André et Catherine Massicot, qui était une formatrice de la circonscription, comme je le disais tout à l'heure, qui est inspectrice maintenant au premier degré. Et on s'était retrouvés devant toute la conférence nationale. C'était impressionnant, je ne me souviens plus du lieu, mais c'était un grand amphi. Il y avait des centaines et des centaines de personnes invitées. Et on avait témoigné un peu là de ce qu'on avait fait, des expérimentations que l'on avait menées, des résultats que tout ça avait donné. Donc voilà, ça a été une belle dynamique. Je voudrais quand même citer ceux qui ne sont pas là. Autour de Marie, il
il y avait d'autres formatrices. Je me souviens de Nathalie Noguera, je ne sais pas si elle est toujours formatrice dans la circonscription de Ponto. Il y avait Céline Gandry qui était de mémoire formatrice un peu en devenir. Elle était en train de passer la certification. Et voilà, c'était drôlement chouette d'avoir pu mener tout ce travail. J'espère qu'il en reste quelque chose dans l'académie, dans le département. Et puis, évidemment, dans le plan de formation de la circonscription dont j'ai eu la charge ici en arrivant à Grenoble, la première chose que j'ai fait, c'est une conférence sur l'évaluation avec tous les enseignants de la circonscription de Saint-Gervais. Mais non pas qu'ils sont moins réceptifs, et je crois qu'ils ont été tout à fait passionnés par toutes ces questions-là. Mais les plans de formation d'aujourd'hui sont bien plus contraints que les plans de formation d'hier. Et c'est compliqué de faire rentrer la transversalité de l'évaluation dans nos plans de formation du premier degré, qui sont très pilotés aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de liberté, mais très pilotés. Et c'est difficile. Et Nathalie Sayac, que j'aperçois et que je profite pour saluer, en sait quelque chose, j'imagine, maintenant avec sa casquette de directrice d'Inspé. C'est complexe et donc il faut essayer de faire rentrer tout ça par d'autres biais, mais avec moins de temps que le temps qu'on avait à y consacrer. Il y a une dizaine d'années, on a pu engager des collègues sur plus de la moitié de leur plan de formation, sur une réflexion de fond sur l'évaluation, et je pense que tout ça a fait évoluer leur geste professionnel durablement, et c'est une bonne chose pour les élèves dont ils ont eu ensuite la charge. Voilà, j'espère avoir répondu à la commande, André. Tellement bien répondu qu'on va quand même applaudir tous et te dire vraiment un grand merci, Philippe, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde depuis le début de cette aventure, sans doute, mais j'ai toujours apprécié ton militantisme de la première heure. Il venait me chercher, je me souviens, à l'hôtel, ça je me souviens parce que j'ai fait plusieurs conférences avec toi. Tu venais me chercher à l'hôtel Rubens. Oui, je me souviens. De la Place d'Italie. Au fait, la réunion dont tu parlais, la conférence nationale, c'était aux Arts et Métiers à côté de la Place d'Italie. Je m'en souviens, il y avait beaucoup de monde, il y avait, etc. Et c'est un plaisir pour moi de souvenir de tout ce que tu as dit là. Comme on dit, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Voilà. Donc, un grand merci. Alors, j'annonce pour ceux qui n'étaient pas là au début que Philippe, je suis allé le chercher dans ses retranchements dans les Alpes et il va s'occuper de l'Académie de Grenoble. C'est le coordonnateur de l'Académie de Grenoble et on est ravis, Philippe. Il y a une ou deux précisions, deux questions, pas trop longtemps, mais enfin, là quand même, si quelqu'un veut intervenir. Alors, il a été question de Marie Rouillon. Si tu as quelque chose à dire, Marie. Oui, mais je voudrais dire bonjour de vive voix et quel plaisir de vous revoir, Philippe, vraiment. Oui, alors. Partagez. Oui, c'est vrai que cette aventure, j'étais en train de me remémorer tout ça. En termes d'indicateurs mesurables, on a continué bien sûr la mise en œuvre de l'EPCC. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès la première année, dès qu'on a fait des évaluations, vous nous aviez posé une problématique pour l'école parce que la première année, vous avez lancé l'expérimentation, vous nous aviez demandé, comme on était une école d'application, de mettre en œuvre le PCC dans toutes les disciplines et par tous les collègues. Et imaginez si vous aviez un challenge avec André, moi j'en avais un avec mon équipe aussi parce que moi je ne savais pas mais comment je vais porter ça. Et la problématique était intéressante parce que vous nous aviez dit à la fin de l'année, il faudra mesurer les effets qualitatifs, donc la confiance sur les résultats des élèves, et les effets quantitatifs. Alors, les effets quantitatifs, on le savait, hein, c'était les évaluations nationales. Et sur les effets qualitatifs, ça a été immédiat parce que à l'époque, on cotait, je crois que c'était 9, le code 9 pour une erreur et 0 pour absence de réponse. On n'avait pas du tout, sur l'ensemble des cohortes CE1 et CM2, on n'avait plus de code 0. Les élèves répondaient.
Ils se trompent, mais ils répondent. Et ça a été, on ne s'y attendait pas. Quand on a commencé à corriger, on s'est dit, mais voilà l'effet qualitatif. Les enfants osent répondre, alors que on sait bien que les statistiques et les enquêtes PISA et autres disent que les petits Français n'osent pas répondre, n'osent pas faire d'erreur. Et puis sur l'effet qualitatif, on l'a eu sur une cohorte d'élèves au bout de 3 ans, vous le disiez, on a continué à les mesurer. Et c'est la fameuse courbe de Gauss dont parle André dans ses livres qui n'existe plus. Parce qu'au contraire, elles sont comme ça maintenant. Ça veut dire que tous les élèves qui sont dans le premier tiers, les plus mauvais, hop, remontent. Hein, on les bascule. Ceux qui étaient mesurés, on va dire, dans les 33% des mauvais au CE1, se trouvent déplacés vers la courbe en haut. Et cette problématique était très bien choisie. Je vous en remercie, Philippe, parce que moi, j'étais bien embêtée de mettre en œuvre le projet EPCC. Et j'ai coutume de vous citer, Philippe, de dire que l'évaluation, quand on parle de transversalité et le fil rouge qu'on pourrait dire le fil de laine qu'on tire d'une pelote, parce que chemin faisant, avec les collègues du collège, on a continué à travailler ensemble, parce qu'on se voyait notamment avec les conférences d'André. La proximité aussi, hein, ça permet de se voir aussi. Et puis, on a été amené, sous votre impulsion, à faire des animations ensemble, premier, second école élémentaire et liaison avec la 6e. Et en échangeant beaucoup avec mes collègues, Violette, Grégory Campois, il y avait Arnaud Van Braat, puis 2 ou 3 autres, on a été amené bien sûr, à comprendre comment le PCC se mettait en œuvre dans le premier degré et surtout comment le PCC pouvait fédérer les équipes du premier degré et du second degré. Et le maître mot, je crois, dans le changer les pratiques, c'est fédérer l'équipe. Voilà. Parce que le PCC nous a amené à réfléchir sur des objets d'apprentissage en travail d'équipe, ce qui n'est pas la culture du premier degré, ni celle du second degré. Parce que très souvent, le travail en équipe, c'est oui, vas-y, tu fais l'adjectif qualificatif, ok, moi aussi, je te mets mes photocopies dans ton casier. Mais on s'en fiche. Jamais on dit comment tu fais pour l'enseigner et comment tu fais pour que les enfants apprennent. Et puis, avec mes collègues maîtres formateurs, comme on intervient beaucoup à l'INSPE, sur séquences-séances, apprendre aux étudiants à faire des séquences et des séances, le PCC a beaucoup de succès dans le sens où on ne porte pas un discours de yaka faucon. C'est-à-dire que quand Excuse-moi, Marie, excuse-moi, mais je suis obligé de regarder la montre. Merci pour ton intervention. Là aussi, ça nous a rappelé le bon vieux temps. Je me revois encore avec Philippe. Allez vous rendre visite dans l'école que tu dirigeais à l'époque. On a fait beaucoup de petits. Oui, énormément de petits. Alors, on passe à la suite parce que… D'ailleurs, juste André, je voudrais juste un message personnel à Marie, lui suggérer d'intégrer dans le groupe PCC de Créteil une formatrice qui a beaucoup de talent du 77, qui va intégrer l'équipe de circonscription de Torcy à la rentrée prochaine, qui s'appelle Sylvie Revello. Je connais bien Sylvie, elle a débuté dans l'école avec moi. Et je pense que ça serait une excellente recrue pour tout vous dire, Marie. Je lui en ai déjà parlé et je lui ai dit, mais ça serait bien qu'elle rejoigne le groupe académique de Créteil, que tu rejoignes le groupe académique de Créteil. OK. Bon, je propose, sauf s'il y a une intervention, mais très brève, sur ce qu'a dit Philippe, Gérard, qui est fondateur de l'Académie de Créteil, Nathalie, rien à rajouter. Ah, on ne t'entend pas, mais si tu veux qu'on t'entende, mets le micro en marche. Il est éteint, ton micro, Nathalie. Nathalie, ton micro est éteint. Bon. D'après son visage, je pense qu'elle n'a rien à rajouter. Sinon, elle ferait des gestes différents. Alors, on passe au second point de l'ordre du jour. J'essaie de tenir parce qu'il va y avoir des interventions. Après mon exposé, il est prévu quelques interventions. Alors, la folie,
de l'évaluation. Donc, on a parlé, merci au fait de me rendre hommage, comme a fait Philippe, sur ce bon vieux temps, les conférences que j'ai pu faire, etc. Et alors, ce livre, La folie de l'évaluation, qui va sortir et qui sera aussi le thème de notre prochain colloque, vous le savez, qui aura lieu le 25 novembre, avec la participation de Jean-Michel Blanquer. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu soutenir cette aventure, ce nouveau livre, parce que je croyais moi-même, après le livre sur la constante macabre, que j'avais dit l'essentiel sur l'évaluation. Et puis, je me suis rendu compte que non. La constante macabre, c'est un dysfonctionnement, mais il y en a bien d'autres. Justement, ce sera l'objet de cet exposé. Alors, j'essaie de préparer quelque chose pour être le plus concis possible et surtout laisser la place à quelques échanges après. D'abord, un grand merci à mes collègues et amis inspecteurs généraux qui ont fait leur témoignage dans ce livre. Charles Ringard, Bruno Geoffroy, Jean Fabre, Jacques Moisan, Marie Romulus, les préfaciers, là aussi des amis, maintenant je peux employer le mot, Philippe Joutard, qui est très connu internationalement dans le domaine de l'histoire, historien, Pascal Balmont, grand merci, et Jean-Michel, je l'appelle Jean-Michel Blanquer, puisqu'il a dit qu'il y avait une solide amitié entre nous, tous, sans oublier un autre ami, j'ai eu au téléphone, que j'ai vu encore pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 à Bordeaux, parce qu'il vient de perdre son épouse. C'est mon ami Guy Brousseau, qui a eu la médaille Félix Klein, qui est l'analogue d'un prix Nobel, mais sinon dans le domaine de la didactique et mathématiques, la plus haute distinction mondiale. Fait partie aussi de mes amis. Donc merci à tous ces soutiens. Je dis ça parce que j'ai une certaine confiance en moi, mais je ne pourrais pas avancer tout seul. Dans mon coin, si j'ai besoin de l'avis d'autres personnes, montrer que je ne suis pas seul sur ma planète. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose, c'est le plan de ce livre avec, je dirais, l'essentiel. Et j'aurai le plaisir de vous le faire passer par voie électronique. Enfin, il va sortir ces jours-ci. Alors, pour vous situer, pas que pour moi, pourquoi ce livre est pour moi devenu très important, c'est que la constante macabre, qui est un dysfonctionnement très important, ça représente un septième du livre. Un chapitre sur 7. C'est-à-dire, alors c'est peut-être le dysfonctionnement le plus visible, le plus grave d'une certaine manière, mais je vous assure que les autres sont très graves aussi, que je vais vous présenter. Alors, je le prends dans l'ordre. Le premier chapitre, la recherche en didactique et la classe, ça crée le décalage. Merci aussi à Nathalie Sayac, que j'ai invité plusieurs fois au téléphone, qui a fait une thèse. Tu m'écoutes, Nathalie? Oui, ah non, elle fait autre chose. C'est ça, quand on est directrice de l'INSPE, on peut faire plusieurs choses en même temps. Bon, mais là, voilà, je pourrais lui dire que je lui ai remercié. Elle a fait une thèse là-dessus, et dans ce premier chapitre sur la folie de l'évaluation, vous vous doutez que je suis au courant quand même de certains articles qui ont été écrits dans ce domaine, sur l'évaluation des élèves. Et je me suis dit que ce serait bien de donner l'essentiel. Mais pour pouvoir être sûr de donner l'essentiel, encore faut-il au courant de ce qui s'est fait. Alors, j'étais au courant, bien sûr, de l'existence de certains articles, mais là, j'ai découvert, je ne sais pas quel mot employer, un nombre incroyable, il n'y a pas de mot assez fort, d'articles dans le domaine de l'évaluation des élèves. Alors, j'ai employé le mot innombrable.
innombrables. Alors, c'est pour ça que je faisais référence à la thèse de Nathalie, qui est très occupée, toujours dans son école. Et parce qu'elle a une bibliographie qui fait, je ne sais pas, plusieurs dizaines de pages. Et il n'y a qu'une toute petite partie des articles qui se publient. Je ne savais pas que c'était à ce point. Pour l'évaluation des élèves, on pourrait faire un sketch humoristique, c'est-à-dire que c'est devenu une fin en soi. On parle de l'évaluation, en oubliant à quoi ça sert. En oubliant à quoi ça sert. Mais incroyable, le nombre d'articles, il y a combien de types d'évaluation, combien de trucs. Ça m'a pris 2 mois, c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour écrire ce livre. Et après, j'ai présenté ça en quelques lignes pour aller à l'essentiel. Après, c'est-à-dire à mon âme et conscience, j'étais sûr que je faisais un choix, mais en ne laissant rien de côté. J'avais jeté un coup d'œil sur tout ce qui se faisait. Je vous dis, ça m'a pris le plus de temps, là. Et alors, ce sur quoi j'insiste, et on y reviendra dans mon exposé, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'évaluation doit être un outil pour la formation. Ça semble complètement oublié, alors que c'est évident. Notre métier, c'est d'être des formateurs et on évalue pour mieux former. Mais ça semble oublié. L'évaluation, c'est devenu une fin en soi. On évalue avec tel type d'évaluation. Il y en a 3, il y en a 5, il y en a 4, enfin bref. Et après avoir fait tout ce travail, débroussailler tout ça, j'ai choisi de proposer, c'est-à-dire ça s'adresse, comme tous mes livres d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir, c'est très facile à lire, mais ça demande du travail derrière quand même pour présenter les choses après de manière succincte comme je l'ai fait. Je dis qu'il y a 3 types d'évaluation, voilà à quelle conclusion je suis arrivé. Je vais dire avant, pendant et après. Diagnostic, formatif, sommatif. Résumé. Alors, la sommative, c'est celle que tout le monde connaît. Sommative, c'est-à-dire que vous posez un contrôle à vos élèves, vous donnez un programme, ils ont le contrôle, etc. Alors, la diagnostic et la formative, surtout la diagnostic, ça intervient dans tous les articles que vous trouvez. Dès que vous ouvrez un article sur l'évaluation, vous parlez, il y a l'évaluation diagnostique, etc. Et j'ai fait une enquête, d'abord pour moi, qui suis considéré comme un spécialiste sur l'évaluation, et je me suis toujours intéressé à l'enseignement, à l'université. Je n'ai jamais utilisé d'évaluation diagnostique dans tous mes cours que j'ai pu faire à la fac, à Chicago, etc. Et j'ai fait une enquête et je ne suis pas le seul. Il y en a très peu, je ne sais pas, une enquête précise, hein. Il y a peut-être 5% des gens, même pas 3% ou 4%, qui font une évaluation diagnostique. Dans le meilleur des cas, on pose quelques questions au début de l'année, etc. Mais une évaluation diagnostique, alors c'est pour ça que je dis qu'il y a un sacré décalage entre la recherche en didactique, parce que là, ce n'est pas la faute des didacticiens, tout le monde en parle. Il faut faire les évaluations diagnostiques, et ce qui se passe sur le terrain. Il y a une rupture très regrettable, parce que l'évaluation diagnostique, je rappelle, mais tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire avant de faire un cours, vous voulez savoir ce que savent les élèves pour mieux vous adapter à leur niveau. C'est ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. Alors, on pourrait penser, alors ce n'est pas la peine de mettre des notes pour faire ça, on pourrait penser que ça prend beaucoup de temps, mais pas du tout. Les rares personnes qui peuvent en faire, et ça se fait avec des boîtiers maintenant, ça peut prendre 2 ou 3 minutes au début d'une séance, on pose des questions, ça peut être très court. Le professeur peut même faire ce genre d'évaluation diagnostique avant de faire le cours vraiment, la fois d'avant. Comme ça, il prépare mieux son cours. Il sait ce que savent les élèves, etc. Eh bien, c'est oublié. Ça ne se fait très rarement. Pour donner un ordre d'idée, là, ça m'a fait gagner un temps précieux dans mon enquête, ça se trouve dans le livre, tout ça de manière précise. J'ai questionné deux inspecteurs en fin de carrière. À eux deux, je crois qu'ils ont des EN. Ils ont dû inspecter 3500, 4000, 3500 ou 4000. Ils ont fait le calcul. Hein. Est-ce qu'une seule fois, les deux, hein, vous avez vu au début d'une séance, quand ils vont faire une inspection, un prof commençait par faire une évaluation diagnostique, les deux, jamais. Donc là, c'est vite vu. C'est vite vu.
Et puis, autre question que je posais, mais est-ce que tu leur as fait la remarque? C'est des amis, donc on se tutoie. Jamais. Donc, je veux dire, c'est pas du tout dans les mœurs françaises. Alors, c'est ce que j'appelle, c'est regrettable. C'est regrettable parce qu'on ne peut pas dire que c'est la faute des chercheurs, parce que là, tout le monde en parle. Quant à l'évaluation formative, elle n'est pas suffisamment faite à mon goût, parce que dans chacun des chapitres de ce livre, il y en a 7, ça se termine par des propositions. L'évaluation formative, souvent, c'est-à-dire en cours de formation, pendant que vous faites cours, ça se réduit à quoi? Quelques petits travaux en classe, ou bien on donne un travail à faire pour la fois d'après. Mais l'évaluation formative, c'est la proposition que je fais, ça doit être constant. Tout le temps, le prof doit être à l'écoute de ses élèves, voir un peu quelles sont leurs réactions, etc. On est loin du compte. Donc, c'est moins catastrophique que la lacune concernant l'évaluation diagnostique, mais on est loin de ce qu'il faudrait faire, l'évaluation formative. Pratique d'évaluation sommative, et la pratique usuelle, celle que tout le monde fait. Il y a aussi le contrôle en cours de formation. Contrôle en cours de formation, le principe, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'on fait passer le contrôle aux élèves quand, d'un commun accord avec le maître, eh bien, il se sent prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège. Quand l'élève est prêt, on lui fait passer le contrôle. Alors, bien sûr, quand on a 30 élèves dans une classe, ce n'est pas possible de faire ça. Et j'ai appris que ceux qui le mettaient en place, c'est surtout valable dans l'enseignement professionnel, ben, ils regroupent les élèves par 4 ou 5 et ils font passer le contrôle au groupe. Donc ça, c'est davantage réaliste, parce que si on devait faire ça pour chacun des 30 élèves, ce n'est pas facile à faire. Et il y a le PCC, bien sûr, dans les pratiques d'évaluation sommative. Maintenant, le PCC, on peut dire que c'est devenu évaluation par contrat de confiance. C'est devenu aussi un type d'évaluation sommative. Une évaluation, il y a plus de 50 000 profs qui le mettent en place actuellement en France. Juste un petit mot de l'énergie de transmission. C'est une notion que j'ai introduite. J'appelle l'énergie de transmission. Ça fait partie pour moi de l'évaluation formative, la notion d'énergie de transmission. De manière très concise, il y a un triplé maître, savoir, élève. Maître, le savoir, élève. MES, maître, élève, savoir. Mais je dis qu'à chaque triplet, quand donc le maître est chargé de diffuser une certaine connaissance, à chaque triplet est associée une certaine quantité d'énergie, que j'appelle l'énergie de transmission, qui doit être dissipée par le couple maître-élève. Alors, ça n'a rien à voir, ce que j'appelle cette énergie de transmission, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire gros au tableau, de parler fort, de faire son cours dans un silence absolu, rien à voir avec ces qualités auxquelles on pense. Ce que j'appelle l'énergie de transmission, c'est des petits trucs qui aident à la diffusion du message. Alors, je donne plusieurs exemples dans mon livre, et pour arriver à assurer dans les meilleures conditions ce type d'énergie de transmission, évidemment, ça fait appel à l'évaluation formative, c'est-à-dire toujours être à l'écoute des élèves, etc. Quelques propositions, ça c'est la fin du premier chapitre. Améliorer sensiblement la formation des profs, ça c'est une lacune énorme, et pas par des grandes approches théoriques, plutôt par des conseils très pratiques dans les centres de formation des maîtres. Ne pas oublier que l'évaluation doit être un outil pour améliorer l'enseignement. Un mot pour terminer dans ce premier chapitre sur l'évaluation par compétences. C'est un type aussi d'évaluation que tout le monde connaît. Il faut que ce soit réaliste. Il ne faut pas mettre un trop grand nombre de compétences. Ça devient caricatural. Alors maintenant, le second chapitre, évaluation bienveillante, avec un point d'exclamation. Je devais faire un jour un exposé dans une de nos réunions à Paris.
Et je lui dis, mais je vais rien avoir à dire, là, évaluation bienveillante, etc. Et puis finalement, il y a beaucoup à dire. Vous allez voir, il faut se réfléchir un peu. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une évaluation ne serait-elle pas bienveillante quand vous avez affaire à des jeunes innocents, adorables, qui veulent apprendre, qui sont à l'école tranquillement? Pourquoi insiste-t-on tellement sur la notion d'évaluation bienveillante? Ça m'a permis de faire mon exposé. Je n'ai pas le temps de le refaire, mais je vais vous donner l'essentiel. C'est que très souvent, une évaluation est malveillante et souvent c'est involontairement. C'est le cas de la constante macabre. Ça bien sûr, je ne vais pas vous reparler de la constante macabre. Tout le monde connaît le dossier. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a ce que j'appelle le poids des mots, c'est-à-dire le prof qui ne se rend pas compte quand il parle à un élève, peut le vexer involontairement. Ne pas oublier que l'erreur n'est pas une faute. C'est normal de commettre des erreurs quand on est en situation d'apprentissage. Il y en a qui font le programme de l'année suivante pour que leurs élèves prennent de l'avance. C'est une faute aussi, mais c'est involontaire. On croit bien faire et on fait mal. La notion d'évaluation est trop souvent associée à la notion de sanction. Tout ça, c'est des dysfonctionnements que je dénonce fortement dans ce livre. Évaluation et sanction. Alors là, Corinne a fait justement une intervention, je le remercie, mais comme elle est en face, je lui dis de vive voix, l'intervention justement sur cet aspect, à quel point la notion d'évaluation est associée dans les mentalités à la notion de sanction. Mais ça n'a rien à voir avec la constante macabre, vous avez bien compris tout ce que je dis là. Hein. La constante macabre, c'est juste un point parmi tout ce que j'indique là. Les profs qui font des interros de surprise, les élèves chahutent, allez, on va vous faire une interro de surprise, c'est la notion de sanction qui est derrière. Pourquoi les évaluations nationales font tellement peur? Et je critique personne, hein, je ne veux pas me lancer dans un débat politique avec la politique de Blanquer, les évaluations nationales au début d'année, etc. Pas du tout. Mais je dis que si les évaluations nationales font peur, c'est parce que le prof a toujours peur d'être montré du doigt, de se dire j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Les chefs d'établissement ont peur que leur établissement soit montré du doigt aussi, en disant tiens, si je me lance là-dedans, on va dire que mon établissement n'est pas coté. Et puis un mot pour mon ami Pascal Balban, ça m'avait frappé, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Même le mot épreuve, ça c'est inconscient, il faut réfléchir pour arriver à tout ça. Ça m'avait frappé le jour où il avait dit dans une de nos réunions, pourquoi on appelle épreuve? Pourquoi parle-t-on d'épreuve? Voilà. On va faire passer l'épreuve de maths, l'épreuve, etc. Alors, quelques propositions. Toujours, je reviendrai. Ne pas oublier que l'évaluation doit être un outil pour la formation. Ça n'a rien à voir avec la notion de sanction. Donc, utilisez bien plus l'évaluation diagnostique et formative. Voilà ce que je conseille. Ce n'est pas suffisamment utilisé. Et l'évaluation diagnostique, ça peut être quelque chose de très utile. Si on veut bien faire un cours, il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Et ça prend très peu de temps. Et quant à l'évaluation sommative, il faut qu'il y ait un climat de confiance bien plus important. D'où l'intérêt de l'EPCC ou du CCF, contrôle en cours de formation. Le statut de l'erreur doit évoluer. Chapitre 3, la constante macabre, une sacrée folie. Alors là, je reprends ce que vous savez déjà, mais pas de la même manière que dans mes livres. J'ai choisi de mettre par écrit tout ce que je raconte quand je fais mes conférences. C'est différent de ce que j'écris dans les livres. Hein. Alors ça, je ne vais pas en parler, en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Je passe au chapitre 4, l'évaluation pour l'élève, pour le prof, avec des points d'interrogation. L'évaluation, à quoi doit-elle servir? Est-ce qu'on évalue l'élève? Est-ce qu'on évalue le prof, etc. Alors d'abord, une remarque préliminaire, quand il est question de diffuser un message, il faut tenir compte du récepteur, c'est-à-dire de l'élève, du message. Alors, on pense évidemment qu'on en tient compte quand on élabore les programmes. On sait ce qu'on met dans les programmes parce que c'est ce qui va être enseigné aux élèves. Mais il faut aussi tenir compte, un triplet si vous voulez.
il faut tenir compte évidemment de l'émetteur, du prof. Or, le troisième aspect, la prise en compte de l'émetteur, est très, très, très insuffisamment prise en compte. C'est-à-dire, il y a des profs dans leur carrière qui se font inspecter 3 fois. Ce n'est pas là-dessus qu'on va évaluer le prof. En plus, il y a une mentalité qui est très bizarre. C'est-à-dire qu'il est toujours pareil, on a peur. On ne pose pas des questionnaires. Moi, je compare Super-Héros et l'université. Pourtant, je me suis toujours intéressé à l'enseignement et j'étais au conseil d'administration, même une année vice-président, etc. J'ai tout fait pour qu'on pose des questionnaires aux élèves. Les questionnaires, non pas en leur disant est-ce que le prof est beau, est-ce qu'il est vilain, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il n'est pas du tout. Des questions vraiment faites pour ne pas culpabiliser le prof. C'est-à-dire, est-ce que le rythme vous convient, est-ce que c'est trop rapide, est-ce que c'est trop lent, on peut poser des questions. Échec total. Pas une seule fois, j'ai réussi à me faire entendre et que les profs posent des questions à la fin d'un trimestre, d'un mois ou d'une année à leurs élèves pour essayer de s'améliorer. Pas question de le faire. Souvent, les profs en ont peur. Et en dehors de l'école, alors paradoxalement, là aussi, c'est pour ça le mot folie de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'école où encore on n'ose pas évaluer les profs, mais sans attendre que l'inspecteur vienne en classe. En dehors de l'école, on croule, mais vous le savez très bien, sous les évaluations. Un livreur qui vient vous livrer un colis, qui vous fait à la bouche, il vous dit si vous recevez quelque chose, mettez une note, et puis il vous prévient en plus. Entre 0 et 5, si vous ne mettez pas 5, ça ne sert à rien. Alors souvent, enfin, bref, c'est risible. Tellement, mais dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas le cas. Et alors, c'est un point pour moi qui est très important, aussi pour faire évoluer les mentalités, et en répétant que ça n'a rien à voir avec la constante macabre, hein, tout ce que je vous dis là. Un autre point qui est très important, j'appelle ça une seconde utilisation de l'évaluation des élèves. Elle doit permettre, bien sûr, d'évaluer les élèves, mais aussi d'évaluer le prof. C'est-à-dire un prof, quand il voit que dans des conditions normales, les élèves n'ont pas compris, au lieu de se dire ils ne sont pas bons, ils n'ont pas assez travaillé, ou ils n'ont pas les prérequis voulus. L'an dernier, souvent, on dit que c'est la faute des autres collègues. L'an dernier, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Le prof devrait se dire, est-ce que je pourrais pas, est-ce que c'est pas de ma faute? Moi, je ne l'ai jamais fait dans ma carrière. Une fois, en je ne sais pas combien d'années. Une fois, c'était un exemple qui m'avait marqué. Je dis, tiens, je vais essayer de changer ma manière d'enseigner, puisque je voyais que les résultats étaient pas bons, mais pratiquement, je ne l'ai jamais fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je dis bien dans les conditions normales. Si bien sûr les élèves ne s'arrêtent pas de parler, si on fait le cours dans des conditions horribles, c'est pas pareil. Mais quand dans des conditions normales, les élèves qui ont le niveau, qui veulent apprendre des choses, etc., quand des résultats sont mauvais, le prof devrait s'auto-évaluer et se dire c'est peut-être moi qui ai mal enseigné. Eh bien, c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs, je me livre, moi, je n'ai jamais fait. Mais croyez-moi, alors j'ai fait une enquête, là aussi, c'est à la fin du livre, les résultats d'enquête, ça m'a pris du temps, là, hein, en demandant, à votre avis, à quoi sert une évaluation, à part deux professionnels de la didactique, deux ou trois à qui je posais la question, pratiquement tout le temps, on ne ramène l'évaluation qu'aux élèves. L'évaluation, ça sert à connaître le niveau des élèves, etc. On n'a pas ce réflexe que je suggère et je le propose à la fin du chapitre. Chapitre suivant, changement de mission. En répétant que ça n'a rien à voir avec la constante macabre, hein, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Changement de mission. Je vais commencer par une situation que Corinne, qui est en face de moi, et moi-même avons connue très souvent. On arrive, on présente la constante macabre et l'évaluation par contrat de confiance. Corinne qui apporte son témoignage, première expérimentatrice en France qui a mis ça en place depuis le début, c'est pas hier, ça fait un moment déjà.
Ensuite, il y a en début d'après-midi des ateliers. Et on se retrouve en plénière avec des rapporteurs de divers ateliers qui viennent dire ce qui s'est dit dans l'atelier. Ben, incroyable mais vrai, je dis bien c'est incroyable mais vrai, alors que tout ce qu'on a présenté, l'évaluation par contrat de confiance, ça ne concerne que l'heure d'évaluation. C'est-à-dire s'il y a 1 heure d'évaluation par mois et 3 heures par semaine, ça fait 1/12 du temps scolaire. Tout se passe comme si on avait dit et pas qu'à un endroit. Alors là, par contre, c'est une expérimentation qui est lourde. Hein. Peut-être 10 000 profs ou plus, toutes les conférences qu'on a pu faire avec Corinne. Chaque fois, c'est pareil. Tout se passe comme si tout se jouait pendant cette heure d'évaluation. C'est-à-dire les élèves vont devenir bêtes, c'est les craintes de certains, parce qu'ils vont faire que de la restitution à l'identique de choses qu'ils ont vues avant, etc. Alors maintenant, mon introduction, chaque fois, et partout, c'est comme ça. Mon introduction est la même partout. Une fois que tous les rapporteurs ont dit un petit peu ce qui s'était passé dans leur atelier, je commence toujours de la même manière. Je dis, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, tout ce qu'on vient de vous présenter là, ça ne concerne que l'heure d'évaluation. J'ai jamais dit que dans le PCC, il fallait tout faire aux élèves, il fallait leur faire que des activités de restitution, pas du tout. C'est juste l'heure d'évaluation. Tout le reste du temps, le temps didactique, il ne faut pas faire ça. Vous leur faites des activités normales, des activités riches, ce qu'on appelle des tâches complexes. Vous pouvez tout faire pendant le reste. Et alors ça, pour moi, c'est révélateur de quelque chose de très grave, à quel point l'évaluation dans le travail d'un enseignant a pris une importance gigantesque. Le mot est faible. On a l'impression que tout se joue pendant cette heure d'évaluation. Pour certains, alors évidemment, j'ai les réponses après, quand je réponds, j'explique, etc. Ils s'imaginent que quand l'élève arrive pendant 1 heure, stressé, la peur au ventre, avec est-ce que j'ai eu la chance de tomber sur quelque chose que j'avais vu, que je n'avais pas vu, etc. Il faut qu'il se dépêche, qu'il grappille des points pour avoir, etc. Ils s'imaginent, c'est implicite, mais c'est vraiment vrai, ils s'imaginent que tout se passe pendant cette heure d'évaluation. Ils font erreur, mais complètement. C'est pour ça que le mot folie de l'évaluation, on le retrouve là aussi. Et alors, je dis souvent pour présenter que personne ne peut résoudre un problème vraiment nouveau en temps limité. Et j'ai posé cette question à des brillants polytechniciens, des élèves de Normal Sup, etc. La différence entre un élève qui rentre à Normal Sup et un élève qui ne rentre pas, c'est pas parce qu'en temps limité, ils sont géniaux, non. Il y a une différence, mais elle n'est pas où on croit. C'est qu'il y a certains élèves qui ont été capables de retenir, qui ont bossé des livres entiers d'annales, qui se souviennent des exercices faits en classe et qui sont capables de les mémoriser sans s'embrouiller. Et quand ils ont un truc à résoudre, ils savent où aller le chercher. Alors que d'autres, au bout d'un demi-livre d'annales, même pas, ils embrouillent tout. Elle est là la différence. Mais en temps limité, personne ne peut résoudre un problème vraiment nouveau. Et là, je donne sous forme un peu de boutade que Einstein n'a pas trouvé la relativité avec une montre sur le bureau en se disant il me reste 3 minutes pour la trouver. La vraie recherche ne se fait pas en temps limité. D'où les conseils que je donne, faire des activités de recherche, mais pas attendre le jour de l'évaluation pour les faire. Je vais vite parce que je regarde la montre. Évaluation et liberté pédagogique. C'est le chapitre suivant. Là encore, ça n'a rien à voir avec la constante macabre, hein, tout ce que je vous dis là. Évaluation et liberté pédagogique. Alors, liberté pédagogique, bien sûr, c'est très bien, la liberté, mais attention, jusqu'où doit-on laisser la liberté pédagogique à l'enseignant? J'ai fait une enquête, je vais le dire rapidement, des profs qui se corrigent entre eux. En maths, une matière qui est considérée comme une matière précise. Des profs qui se corrigent entre eux, tout le monde sachant faire l'exercice, c'est un point. Je fais des photocopies, je les ramène et les profs maintenant corrigent les copies
de leurs collègues. Tout le monde sachant faire l'exercice sur 5 points. On pourrait dire que tout le monde va avoir 5. Enfin, moi, d'ailleurs, j'avais mis 5 à tout le monde. J'étais cobaye aussi. Eh bien non. Les notes vont de 2,5 à 5. Alors là, il y a des responsables. C'est dans les programmes officiels. Les choses ne sont pas assez précisées et ça ne prendrait pas un livre entier pour le faire. Ça prendrait quelques pages parce que j'ai même fait une liste de points noirs. C'est-à-dire que les élèves, enfin, là, c'est de profs qui se corrigent entre eux, savaient faire l'exercice. Par exemple, quand vous voulez résoudre l'équation 2 que multiplie le stylo égale 8, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place du stylo? Il faut mettre 4. 2 que multiplie 4 égale 8. Alors, au lieu de mettre un stylo chaque fois, on met une lettre, X. 2x égale 8, x égale 4. Alors, imaginons des profs et des élèves, bien sûr, tout le monde connaissant la réponse. Comment doit-on rédiger sur la copie? Ben là, il y a une liberté évidemment farfelue qui est laissée à chaque prof. Chaque prof se dit, moi, je veux qu'on rédige comme ça, moi, je veux qu'on précise tel point. Certains, par exemple, se contenteraient de dire réponse 4. D'autres, ils écriraient 2 que multiplie 4 égale 8, donc la solution est x égale 8. Il y a plein de manières de rédiger. On pourrait le préciser dans les programmes, c'est le foutoir, excusez-moi l'expression. D'ailleurs, j'avais fait une conférence entière sur le thème dont je vous parle là. Alors ça, la liberté pédagogique à ce point, c'est une catastrophe. La longueur des sujets, pareil. Quelle est la longueur dans telle matière, dans tel niveau? À peu près, donner des idées pour la longueur d'un sujet. La longueur d'un sujet est un facteur important en temps limité. Un élève qui saurait tout faire, mais qui n'a pas le temps d'écrire, ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas un seul mot dans les programmes sur ce que devrait être la longueur d'un sujet. Le prof, en toute liberté pédagogique, je reviens au mot folie de l'évaluation, il le fait comme il le sent. Il le fait comme il le sent. Pas un mot dans les programmes sur ce que devrait être, à titre indicatif, une longueur de sujet. Et parfois, alors moi, quand j'avais été responsable de l'oral de maths des ENSI MP, des concours dans les écoles d'ingénieurs, un autre exemple, à quoi peut mener la liberté pédagogique, c'est complètement farfelu. Et c'est vérifiable ce que je vous dis là. Hein. Deux examinateurs, ils interrogent 2 élèves, secs, les 2 élèves complètement secs. Il y en a un des 2 examinateurs qui met dans ce cas 1, on ne met pas 0 parce qu'il faut faire un rapport. Vous mettez 0, alors il mettait 1, et les autres ne mettaient jamais une note au-dessous de 5. Je peux vous donner les noms même, ceux qui ne me croiraient pas. Voilà la liberté pédagogique. J'avais essayé de mettre de l'ordre à l'époque, ça fait peut-être une dizaine d'années. J'avais essayé vraiment de mettre de l'ordre dans ça, c'est pas possible. Et j'avais trouvé tout un système, il y avait Marie-Françoise qui était là, qui interrogeait quand j'avais essayé de mettre de l'ordre, dit non, quelqu'un qui ne sait pas, on fait ça, fait essayer de réduire la liberté pédagogique. Et je ne parle pas d'une certaine forme de liberté pédagogique qui est souvent rien d'autre qu'une faute professionnelle grave. Alors, j'ai beaucoup d'exemples, de témoignages. Il faut dire aussi les choses, même si ce n'est pas très gentil des fois pour des collègues, si on veut que ça change. On est d'accord dans un jury, ça m'est arrivé ça. Hein. On dit voilà, quand un élève aura fait telle faute, on met tant de points. Par exemple, sur 3 points, telle faute, on met 2 points et demi. Et d'autres qui disent non, non, cette faute est très grave. Quand on l'a fait, il faut mettre un demi ou 0. On vote, ça m'est arrivé, hein, on vote, on dit voilà, majorité de personnes veulent mettre 2,5 quand ça se passe. On doit suivre la règle. Eh bien non, il y a des collègues, c'est au-dessus de leur force. Et alors je crois que ça m'est arrivé qu'à moi, pas du tout. Hein. J'ai fait une enquête, ça arrive malheureusement. J'ai pas fait de statistiques parce que ça, c'est pas la gloire des profs, ça. Hein. Des profs, c'est au-dessus de leur force, c'est-à-dire leur liberté pédagogique prend le dessus. Alors je dis que là, ça devient une faute professionnelle quand on se met d'accord pour faire quelque chose, de faire ça. Et dernier chapitre, je suis crispé par la montre, là, mais enfin ça va, je tiendrai à peu près. Et ça n'a rien à voir là aussi avec la constante macabre. Travail régulier,
c'est bien quelque chose qui est important quand on enseigne, c'est de dire à ce que je dis, qu'on dit à nos enfants, travaille régulièrement. Ça, sans être un spécialiste des neurosciences ni quoi que ce soit, ça a plusieurs avantages quand on travaille régulièrement. Vous sortez de classe, vous commencez à bosser ce que vous avez vu. Ça vous sert d'abord parce que vous avez ça présent à l'esprit, donc c'est plus facile à travailler, vous venez de le voir. Et puis aussi, le coup d'après, comme vous avez vu ce qui s'était passé le coup d'avant, si c'est une suite du cours d'avant, vous comprenez mieux puisque vous avez travaillé. Donc ça relève du bon sens, en répétant que ce n'est pas la peine de faire des grandes études de neurosciences pour dire que c'est utile de faire ça. Oui, pardon. C'est très utile de faire ça. Mais malheureusement, c'est impossible. Quand vous avez… Alors, au primaire, c'est encore possible. Au primaire, c'est encore possible. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître. Il sait un peu plus ce que font les élèves. Mais quand vous arrivez au collège ou au lycée, avec plusieurs professeurs, ils posent des contrôles quand bon leur semble. Ça, c'est vraiment la folie, là aussi. Les élèves qui sont normaux donnent la priorité au contrôle. C'est-à-dire, si un jour vous avez un contrôle, si vous avez un contrôle de maths, et que vous avez une leçon à apprendre en français, ben vous donnez la priorité à votre contrôle, évidemment, et vous ne travaillerez pas régulièrement. Donc là, il y a des solutions, c'est aussi des propositions. Ça n'a rien à voir avec la conscience macabre, tout ce que je vous dis là. Les solutions, c'est d'abord d'en avoir conscience que les élèves, malheureusement, ne peuvent pas travailler régulièrement. C'est de regrouper les contrôles. Ça, c'est des choses qui seraient faisables, ça. Hein. Par exemple, de ne pas passer sa vie avec l'évaluation. Chaque prof le pose comme bon lui semble, etc. L'élève, il a tout le temps une évaluation. On les regroupe tous les mois et demi. Ce n'est pas la peine non plus de crouler sous les évaluations avec des notes. On les regroupe. Comme ça, l'élève peut travailler régulièrement. Et puis aussi, je terminerai là-dessus parce que je suis par l'heure. Il faut changer les mentalités. Alors, moi, je pense qu'il faut que chaque prof… Tu viens de m'appeler. Oui. Bon, ça vous, Oui. je pense que chaque prof doit savoir un peu ce qui se passe quand ses élèves vont dans les autres matières. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans une interdisciplinarité ridicule où on fait tous les cours ensemble, etc. Non, mais au moins savoir un peu ce que deviennent ces élèves quand ils sortent de sa classe. Et souvent, les profs, je ne crois pas en avoir fait partie, mais peut-être inconsciemment, croyant bien faire, défendent à fond leur matière, c'est-à-dire ils donnent une charge de travail, etc. Il faut qu'il y ait un certain équilibre entre toutes les matières et donc un minimum, j'appelle ça une interdisciplinarité, mais rien à voir avec l'interdisciplinarité avec un I majuscule où on fait les cours en commun, etc. Et être un peu au courant de ce que deviennent ces élèves qui passent le pas de la porte. Voilà. J'ai dit en essayant de me dépêcher l'essentiel. Après, il y a des annexes, je n'ai pas tout le livre, mais vous savez l'essentiel que je viens de vous dire là. On peut applaudir André. Non, mais vous êtes gentil. Non, mais là, il y a Philippe qui… Alors, non. Ce que… avant de donner la parole à Gérard… Non, mais c'est très, très important. Hein, c'est très, très important parce que si tu veux… il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas couper le son de si tu veux, ça aurait été… C'est pas la même mais chose. comment tu ne peux pas? Mais tu devrais pouvoir. Parce que je ne suis pas l'hôte actuellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis plus l'hôte. Voilà. Bon. Hein? Donc, toi, par contre, tu peux le faire, André. Tu peux le faire, toi. Oui, je sais bien. Oui, non, mais je veux dire, tout le monde pensait que ce serait… Ça y est. Tu l'as coupé? Ça y est, je l'ai coupé. Ah, ben c'est toi. Voilà. Donc, c'est moi l'autre, sans faire exprès, je suis l'autre. Voilà. Voilà. Non, je voudrais donner la parole très, très rapidement à ceux qui, justement, qui étaient prévus. Est-ce qu'il y a Bruno Geoffroy, Jacques Moisan? Il est parti, Bruno Geoffroy? Il s'est excusé dans Il s'est excusé. Alors, Jacques, si tu veux dire un tout petit mot, puisque tu fais partie des soutiens, qu'est-ce que tu penses de toute cette folie de l'évaluation?
Dans 2 mots, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Bah oui, oui, en 2 mots, comme tu dis. Bon, moi, je pense que sur un certain nombre de problèmes que tu soulèves, un des points essentiels me semble être la coordination entre les professeurs d'une même discipline dans un établissement. Et ça, je pense, alors, non pas la coordination a priori interdisciplinaire, mais plutôt déjà essayer de faire ce travail-là à l'intérieur des disciplines, à l'intérieur des mathématiques, du français, de la philosophie, etc. Voilà, c'est le point qui me semble important, tout au moins dans un premier temps, avant que les choses aient évolué encore plus. C'est ce qui me semble important de faire. Bon, une question, mais je n'ai pas oublié Gérard, hein, qui va avoir la parole, que j'aimerais vous poser. Et très franchement, hein, on est entre nous là. Est-ce que vous avez conscience que c'est autre chose que simplement la constante macabre? La constante macabre, c'est un chapitre important du livre, enfin 1/7. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas bien dans le domaine de l'évaluation? Je vous pose la question. Pour moi, si je peux répondre, Oui, bien sûr, Denise. ouais, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est très important pour moi. Pour le moment, je n'ai jamais vraiment parlé parce que pour moi, l'évaluation, c'était qu'une partie, justement, qu'une petite partie presque. C'était un état d'esprit. C'était des choses à mettre en œuvre, d'accord, mais ça faisait partie de beaucoup d'outils qui étaient autour de l'évaluation. Et si on n'était pas les autres outils en place, effectivement, on avait des travers comme ceux que tu as mentionnés à l'une des réunions, qui étaient que, puisque voilà, il y avait des gens qui travaillaient avec la constante, enfin l'évaluation par contrat de confiance, mais qui tombaient dans les travers, par exemple, de poser tout le temps des questions champions quand même. Donc, pour moi, l'évaluation n'est qu'une partie, effectivement, et les outils, tout ce dont tu parles, est extrêmement important pour moi. J'aimerais avoir l'avis de Philippe Roderer. Parce que par rapport, ma question est précise, hein, ça ne dit pas de dire c'est bien, c'est mal, pas ça. Mais est-ce qu'on se rend compte que c'est autre chose que la simple constante macabre, tout ce que je viens de raconter là, que je pose? Il y a une question que je pose aux collègues qui les amène à réfléchir à tout un tas de paramètres que tu as évoqués là. C'est qu'est-ce que l'évaluation que vous venez de poser là, cette évaluation sommative, qu'est-ce qu'elle vous apprend de nouveau sur vos élèves que vous ne saviez pas déjà, au travers toutes les traces d'apprentissage qu'ils vous laissent au quotidien? Est-ce que finalement, au travers alors dans le premier degré, de leur cahier du jour, de leur cahier d'essai, de leur classeur, enfin bref, de toutes les traces qu'ils laissent au quotidien, est-ce que cette évaluation, elle vous a vraiment été utile? Et en fait, quand ils entrent dans la réflexion par cette question-là, ils arrivent à aborder tout un tas de sujets que tu viens d'évoquer là et qui détériorent le climat de confiance, qui classent les élèves en permanence, etc., etc. Merci. Alors Gérard, vas-y. Je ne t'ai pas oublié. Mets ton micro, Gérard, il est coupé. Merci. Oui, puisque cet exposé sera partie prenante de la vidéo qui est en train d'être enregistrée, je trouve que ce serait très intéressant qu'un maximum de personnes, déjà ceux du groupe qui sont absents et d'autres, puissent le suivre, parce que vraiment, effectivement, par rapport au premier ouvrage, La constante macabre, il met le doigt sur un certain nombre de phénomènes voilà, qu'on ne voyait pas au départ, parce qu'il y avait le phénomène prépondérant tel qu'il apparaissait donc, au début des années 2000. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a un approfondissement intéressant. Alors,
juste dans le chapitre 1, tu as énuméré un certain nombre de modes d'évaluation. Il y en a un que tu as peut-être oublié, mais tu le cites d'habitude, hein, qui est l'évaluation par projet. Projet encadré sur une certaine durée, sur un certain thème, etc., qui est une forme qui a tendance à s'accroître parce que elle est intéressante, aussi bien pour l'élève que pour le prof, et pas seulement dans le supérieur. Voilà. Et je crois que c'est d'ailleurs un thème qui fera l'objet d'un atelier du colloque du 25 novembre prochain. Alors, autre aspect que tu as souligné aussi dans d'autres circonstances, c'est le PCC mal engagé. Par exemple, quand le prof fait une liste d'exercices, choisit parmi les plus difficiles, et que, excusez-moi, qui plus est, quand il fait la sélection des exercices qui seront dans le sujet lui-même, il choisit là encore les plus ardus, voilà, en se disant, ben oui, mais comme ils ont su quelle était la liste, il faut quand même pas, il faut quand même serrer un petit peu la vis. Et ça, c'est effectivement une dérive que tu soulignes fort justement dans d'autres circonstances. Troisième remarque, tu as évoqué un peu rapidement l'évaluation par compétence en disant qu'il était important qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un tableau complètement hermétique et énorme de compétences. Il y en a tellement qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'on fait. Alors ça, c'est vrai, c'est une dérive qu'il faut éviter. Après, il faut quand même savoir que nous savons que l'évaluation par compétences ou en tout cas, les compétences sont sur la table aujourd'hui, à travers la rédaction des programmes telle qu'elle est faite et à travers les instructions officielles. Donc, on aurait peut-être intérêt dans le mouvement à, comment dirais-je, à entrer un peu plus dans le sujet sur quelles sont les pratiques auxquelles donne lieu l'évaluation par compétences. On l'a fait il y a quelques années. Peut-être qu'on pourra y revenir compte tenu du temps qui s'est écoulé. Voilà. En tout cas, merci pour cet exposé. Merci Gérard. Ah, je veux saluer Lionel, Léandri. Voilà. Ça va comme vous voulez? Lionel? Oui, oui, je remets mon micro. Bonsoir. Voilà, c'était juste pour vous saluer. Je vous écoute avec intérêt. Bon. Je m'interrogeais, je ne voulais pas forcément intervenir, mais puisque vous me sollicitez sur ce que sont en train de vivre nos lycéens en termes d'évaluation, qui est quand même assez différent. Il y a de ce que vivent à la fois nos collégiens et je pense, nos élèves en premier degré. Aujourd'hui, on est quand même sur des modes d'évaluation qui sont dans des logiques assez paradoxales et pour ne pas dire contradictoires. Et la folie de l'évaluation, c'est aussi qu'on parlait de compétences. Moi, dans la réforme du lycée, je n'ai pas vu l'ombre du commencement d'une compétence. Tout repose sur des notes. Alors, on peut évaluer des compétences par note, ça ne me choque pas, mais en fait, bon, la note est quand même centrale, hein. Au collège, on a toujours ce système ambivalent dont il faudra bien sortir un jour, c'est-à-dire arrêter de demander aux enseignants de faire des compétences, d'évaluer par compétences pour ensuite convertir des compétences en points, pour ne pas dire en notes, si on n'est pas en train de convertir des notes en points, pour ne pas dire en compétences, pour le brevet que nous avons passé notre journée à faire passer. Donc sur le collège, là encore différent. Et bon, je m'aventurerai peut-être un peu moins sur le système du premier degré où on est encore sur une autre logique. Et là-dessus, puisque je pensais à nos lycéens, moi, je trouve que l'évaluation au lycée, quand on parle de folie de l'évaluation, c'est qu'on est en train le système est en train de devenir un petit peu fou, dans le sens où il y a quand même un juge-arbitre qui s'appelle Parcoursup, et un bac où la notion de contrôle continu, on l'entend et on l'entend à nouveau,
fait des professeurs, et j'avais un éminent professeur de mon établissement qui me le faisait remarquer il n'y a pas longtemps, c'est que les enseignants sont juges et parties, à la fois de l'évaluation de leurs élèves pour l'examen et également pour leur avenir dans Parcoursup, avec une forme de course à la bonne note qui devient absolument démente et des pressions. Et on est très, 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 très loin de ce qu'on vient voilà, un petit peu de la logique dans laquelle on vient d'échanger. Il y a un moment où, moi, je crains qu'on ait assez rapidement une forme de crise de l'évaluation au lycée. C'est M. Teilhard, je crois, qui s'occupe de Parcoursup à la DGESCO, qui expliquait que, bon, quand tout le monde aurait 20, on serait bien obligé de trouver un autre système. Mais voilà, l'évaluation au lycée, à mon sens, est en crise par des forces complètement centrifuges, contradictoires, entre une bienveillance qu'on demande aux enseignants, des enseignants qui sont aussi, ça c'est vraiment fort, hein, juge et partie pour un examen, pour un dossier Parcoursup, enfin, on part un peu dans tous les sens et ça devient compliqué pour les enseignants, de ce que j'observe de plus en plus. Et pas la folie de l'évaluation, mais c'est la folle évaluation. Hein. Bon, mais, non, mais merci Lionel. C'est vraiment une problématique quotidienne. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues de lycée, il y en a moins avec moi, mais c'est vraiment une problématique quotidienne qu'on a dans les lycées. Avec finalement une forme de pression qui est de plus en plus forte. Mais des notes sur les élèves, des élèves sur les profs, des profs sur les notes, enfin… Non, mais juste, merci pour ce témoignage. Voilà. Mais il faut juste, on pourrait le nuancer un peu en se disant qu'il y a une telle pandémie internationale, une telle pagaille que ça accentue en plus les travers que vous dénoncez là. Ça n'a pas arrangé, c'est vrai. Ça n'a pas arrangé, mais évidemment, c'est vrai. Marie-Pierre, rapidement. Oui, vous parliez là de pression hein, sur les élèves. Là, avec des collègues sur 2 établissements, nous avons amorcé un travail. Excusez-moi, 2 secondes. Marie-Pierre est enseignante au primaire et formatrice aussi. Je suis enseignante référente dans la SH, oui. Et donc là, on enclenche un travail sur l'évaluation, donc par contrat de confiance, pour des élèves qui sont en dispositif Ulysse. Pourquoi on évalue? Quel est l'objectif de l'évaluation et la posture? Et on parlait de pression. On a des élèves qui sont dans un climat très fragilisé, déjà en situation de handicap. Et là, vraiment, l'évaluation prend. Quel sens on y met derrière hein. Donc, on a enclenché un travail là-dessus. André, oui. André, il y a 2 demandes de parole, Nathalie Sayak et Eric Gutkowski, pardon. On va commencer par Nathalie. Nathalie, j'ai parlé de toi, seulement tu faisais autre chose. J'ai eu un appel et… Voilà, mais je parlais de toi pour te remercier en disant que je parlais de l'innombrable articles qu'il y avait. Je te cite d'ailleurs au début de mon livre. Voilà, je voulais te le dire. Non, désolé, j'ai dû répondre à un appel. Oui, je voulais réagir rapidement, André, à ce que tu disais. Effectivement, la constante macabre, en fait, c'est pour moi un symptôme d'évaluation et d'une certaine dérive de l'évaluation. Et ce symptôme, en fait, pour moi, il est en lien avec ce que j'appelle justement dans mes travaux la logique évaluative des enseignants, c'est-à-dire ce qui pilote ce que va choisir de faire les enseignants en matière d'évaluation. Et c'est vrai que cette logique, en fait, elle est comment dire, plusieurs éléments en fait entrent en ligne de compte, et à la fois il y a des éléments institutionnels, mais aussi des éléments en lien avec leurs croyances et leur représentation, aussi bien du point de vue de l'évaluation. Et ça explique pourquoi certains dans le PCC en fait vont quand même mettre des questions genre champion, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et quand bien même il y a des éléments qui les séduisent du point de vue de la démarche de l'EPCC, eh bien, il y a quelque chose en eux qui ne peut pas les empêcher de continuer de viser ce qu'ils ont envie de viser. Donc, moi, je trouve que ce qui est important, c'est effectivement
d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe quelque part dans la tête des enseignants quand ils vont, quand ils se souhaitent évaluer. Du coup, moi, je ne dis pas les élèves parce que justement, c'est là aussi où il y a un des problèmes. Pourquoi on parle de stress, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que quand on évalue, quand on dit évaluer les élèves, c'est les individus qu'on évalue. Moi, je parle toujours d'évaluation des acquis des élèves. Et c'est vrai que voilà, l'évaluation, pour moi, relève de ce que j'appelle l'intime professionnel. Du coup, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements et il y a les dérives que tu as indiquées. Nathalie, avant d'oublier, puisque justement, surtout pour les coordonnateurs et pour Nathalie, entre autres, un rapport d'activité même, succès. N'oubliez pas, hein, sur un thème qui vous intéresse, pour cette année, dès que vous pouvez. Éric. Oui, bonsoir André, merci. Merci d'abord pour tes propos, merci de nous offrir ces espaces de discussion, de réflexion. À la suite de ce que vient de dire Nathalie, et sans être trop long, quand même 2 points, elle parlait de représentation que les collègues peuvent avoir. Et je pense sincèrement qu'on ne naît pas enseignant, on le devient. Et il me semble quand même, à travers l'expérience qui est la mienne, qu'il y a nécessité de renforcer encore la formation des enseignants, parce qu'une part de ces dérives sont quand même liées à une formation qui, de mon point de vue, en tout cas, n'est pas à la hauteur. Enfin, pour accompagner de jeunes enseignants dans leur début de carrière, on voit, je mesure combien les manques sont nombreux. Et l'autre aspect sur lequel je voulais rebondir, c'est celui de la liberté pédagogique, hein, qui m'est cher. Pour moi, la liberté pédagogique, elle est essentielle. On ne peut pas être enseignant si on n'a pas cette possibilité de concevoir les activités et de les mener. Alors, de mon point de vue, le cadre actuel est posé. La liberté pédagogique de l'enseignant doit être mesurée à l'aune des progrès des élèves qu'on lui confie. Je n'ai pas dit des résultats, hein, mais des progrès des élèves. Et l'autre cadre, qui est celui que nous sommes, nous, inspecteurs, en charge de vérifier, c'est celui du respect des programmes, de tout le programme. Alors, je pense que quand ça est posé, il ne me semble pas nécessaire, ou alors, de mon point de vue, c'est assez dangereux, de revenir sur la liberté pédagogique que tout cadre de la fonction publique doit pouvoir exercer. Merci Éric. Juste un mot avant d'oublier, il y a nos collègues et amis de l'étranger. Il y a Andrea, il y a Gabriel. Gabriel, vous avez quelque chose, une remarque à faire, si vous voulez. Bonsoir à tout le monde. André, ma caméra, malheureusement, ne semble plus fonctionner, donc c'est pour ça que tu ne me vois plus. Mais on t'entend, c'est l'essentiel, vas-y. Voilà, alors merci à tous pour ces échanges-là, et j'aimerais bien reprendre simplement la dernière remarque qui a été faite au sujet de la formation des enseignants. Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. D'ailleurs, au Luxembourg, on a réduit récemment le temps de formation et on remarque tout de suite quelques manquements par rapport à quelques principes de didactique, ne serait-ce que par exemple celui de l'évaluation diagnostique qui, dans nos centres de formation, est davantage enseigné dans une pédagogie différenciée ou ce que nous appelons maintenant la pédagogie postmoderne, mais ce ne sont que des mots pour simplement parler du fait de connaître les pré-acquis des élèves pour pouvoir justement mieux orienter ces séquences. Et je remarque d'ailleurs qu'en ayant écourté la formation des enseignants d'une année, que ces pratiques sont en train de disparaître. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'une bonne pratique de l'évaluation en classe va de pair avec un accompagnement et une formation bien ancrée et surtout bien pensée. Et si nous voulons vraiment changer cela, toutes les propositions, ne serait-ce que l'évaluation par projet ou une pensée ou une réflexion concernant l'évaluation par compétences,
ne pourra se faire qu'avec des professeurs et des enseignants formés à bon escient. Voilà un petit peu ce que j'aimerais bien encore rajouter. Je pense que la formation est la clé et pas simplement, malheureusement, André, pas seulement la publication d'ouvrages. Comme tu l'as très bien souligné, la recherche est très avancée, mais les pratiques sur le terrain n'avancent pas. Et je pense que c'est peut-être parce que la formation n'est pas prise au sérieux par les politiciens, ni en France et pas non plus au Luxembourg. Et si nous regardons les bons résultats des études PISA de la Finlande, on constate qu'en Finlande, les stagiaires sont en formation pendant 4 ans avant de commencer à enseigner. Et donc, je pense que c'est une preuve qui justifie ma réponse ici. Voilà, merci beaucoup. Merci Andrea. Gabriel, un petit mot? Oui, merci. Je voudrais souligner l'idée que vous avez présentée sur le résultat d'une évaluation n'est pas seulement un résultat d'élèves, mais aussi un résultat de processus pédagogique dont le professeur est inclus. Donc, je suis un professeur, j'enseigne des choses, je veux que tous mes élèves apprennent les choses. Un élève n'apprend pas, donc c'est ma responsabilité de trouver des moyens pour qu'il puisse apprendre. Donc, le résultat d'évaluation est un résultat aussi de professeur. J'ai aimé beaucoup votre prise de parole quand vous avez dit ça. Pour moi, c'est très important de savoir et d'utiliser cette notion dans le processus pédagogique. Merci beaucoup, Gabriel. Philippe est au-dessus, là. Philippe Joutard. Philippe Joutard, tu peux brancher ton micro. Philippe Joutard qui fait partie des soutiens. Mais tu peux mettre le temps. C'est peut-être moi qui peux. Non, on ne t'entend pas, Philippe. Tu as ton micro débranché, Philippe. Philippe. Je ne sais pas ce qui se passe là. Oui. Je peux le fermer, mais tu peux pas l'ouvrir. Claude, tu m'entends, Claude? Bon. Je n'entends plus non plus, non? Vous m'entendez là? Vous m'entendez, mais alors je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé. Alors bon, je ne veux pas tarder trop. Je veux juste donner les informations générales. On va terminer là-dessus. Et puis, d'abord, ce sera très rapide ça. D'abord, pour l'an prochain, c'est une proposition du bureau de notre association. Même si on peut faire toutes nos réunions en présentiel, on en fera certaines à distance, avec Zoom. Parce qu'on se rend compte que ça rend service, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de truc. Alors, le bureau vous fera une proposition à ce sujet pour savoir quelles sont les réunions qui auront lieu avec Zoom, même si on peut se déplacer. Je dis bien, donc ça, c'est réglé. Les informations générales, maintenant, notre association se porte bien. Quelques petits problèmes, j'espère qu'ils vont être réglés parce qu'on nous a réduit sensiblement les subventions. Il paraît que c'est à cause du virus, mais enfin, il paraît aussi que ce n'est pas forcément la raison. Donc, je ne sais pas. Je suis en train d'essayer de rattraper le coup en relation avec le ministère. Les heures des GESCO, j'ai envoyé déjà, il me manque que 2 ou 3 académies. Toutes les autres, j'ai déjà fait. Rouen, c'est fait. La plupart des académies sont sujets traités, le dossier. Vous allez recevoir vos heures des GESCO, comme vous le recevez chaque année. Notre colloque, lors de notre conseil d'administration, on a fait une proposition qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est que, donc, sera consacré à ce thème, la folie de l'évaluation. Mais l'après-midi, ce n'est pas venu de moi, cette proposition, parce que je suis trop partie prenante pour le faire. Il y aura carrément un des 3 ateliers qui sera consacré à l'enseignement du piano d'accompagnement, parce que il y a un gros problème en France
Lui, il paraît, c'est Philippe Joutard, c'est dommage, je ne sais pas s'il m'entend, il m'écoute, qui a lancé cette piste. En Allemagne, par exemple, la musique n'est pas considérée du tout comme une matière secondaire. Voilà, donc moi, je veux pas, on a débordé de 10 minutes, mais on a commencé beaucoup plus en retard. C'est pas l'envie, moi j'aurais envie de continuer, mais si vous êtes d'accord, peut-être Salma, sur la Tunisie, si tu as un petit mot, dire bonsoir, petite chanson en arabe, ça nous ferait plaisir, tous, si tu peux chanter. Mets ton micro, il n'y a pas le micro. Tu n'as pas ton micro, voilà. C'est bon, oui. Voilà. J'ai aimé la partie cours de piano parce que moi aussi, je suis en train de prendre un petit cours de piano et le voilà, mon piano. Donc, ça m'intéresse d'assister à un atelier, apprendre un peu sur ce qui se passe sur le piano, oui. Bon, ben écoute, alors, puisque je m'engage publiquement, il y a des témoins, je t'offrirai ma méthode, je te l'enverrai. Merci. Envoie-moi par mail ton adresse postale et tu recevras ma méthode de piano qui est soutenue par le ministère et qui est soutenue par l'association des profs de solfège. Merci. Chers amis, je propose qu'on arrête. On a débordé un petit peu, mais je ne sais pas autrement. Là, aujourd'hui, on a commencé un quart d'heure en retard. Et Philippe, il ne peut toujours pas, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il dise dans ton avis. Il avait des choses à dire, mais Philippe, tu m'entends, Philippe? Non. Tu as ton micro, tu as ton micro qui est débranché. Ah. Je ne sais pas, alors personne n'a la main. Claude, tu n'as pas la main? Ah ben, moi, j'ai la main, mais je ne peux pas lui couper je peux pas lui mettre son micro. Attends, je peux lui demander. Ben oui, ben moi je l'ai demandé déjà plusieurs fois. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'on a dit là. Ah, peut-être. Non, impossible. Bon. Discussion. Je ne sais pas s'il parle avec nous ou s'il parle avec quelqu'un d'autre. Il parle, c'est l'essentiel. Oui, un commentaire très rapide, parce qu'on me gronde. Un petit commentaire, c'est que tu sais que vous savez que je suis très attaché à l'apprentissage par les pairs et que je suis par conséquent très attaché à l'apprentissage de l'évaluation par les pairs. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler sur l'auto-évaluation parce que pour moi, ce qui est important dans l'évaluation des acquis des élèves, c'est de faire en sorte que les élèves aient conscience qu'en s'évaluant ou en étant évalués, ils puissent apprécier le niveau de leurs compétences, de leur savoir, et c'est la première des conditions. Et une deuxième observation que je voudrais faire, c'est que tout à l'heure, on a parlé du problème des compétences. Aujourd'hui, en lycée, il y a quand même une épreuve nouvelle qui apparaît, et cette épreuve nouvelle, il va bien falloir qu'on puisse apprendre à pratiquer cette épreuve, et pratiquer cette épreuve comme on fait aussi tout au long de l'année pour faire en sorte que l'on puisse s'évaluer ou être évalué, et comment les enseignants vont apprendre à évaluer cette épreuve, puisque vous savez que parmi les deux évaluateurs, il y en a un qui est ignare, entre guillemets, a priori, sur le contenu. Et donc, il va bien falloir que l'on distingue quel type de compétences évaluer à ce moment-là. Merci, Claude. Philippe, tu m'entends? Oui. Parce que je vois ton micro. Philippe, tu peux dire un petit mot sur ce que j'ai raconté. Tu fais partie de mes soutiens précieux. Philippe? Vous m'entendez? Ah, maintenant, oui, vas-y. Bon. Donc, simplement dire, je voulais simplement dire que j'avais beaucoup apprécié vos deux exposés. Et ça me permet de saluer Philippe Roderer. Je voudrais signaler simplement, dans ce que tu as dit, une chose importante. Lorsque l'un des gros problèmes de l'enseignement français pendant longtemps, c'est ce que tu as dit, l'erreur considérée comme une faute. Presque une erreur considérée presque religieusement comme un péché. Hein. Je pense que là, c'est un peu l'historien qui parle, il y a une sorte de contamination, même chez les laïcs, d'un vieux pessimisme français qui a des origines religieuses. Hein. L'homme est fondamentalement mauvais et l'élève est fondamentalement mauvais. Mais heureusement,
je pense que c'est quand même une chose qui est en train de disparaître. Et en particulier, il faudrait beaucoup plus s'appuyer sur l'évaluation dans les lycées professionnels, où dans les lycées professionnels, ce qui compte, c'est la réussite des élèves au point de vue technique, hein, de faire un objet qui marche, de faire une machine qui fonctionne, et par conséquent, il n'y a pas cette espèce de peur de mettre une note excellente. Je pense que, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les mathématiciens sont meilleurs que les littéraires. Les mathématiciens sont capables de mettre 20, alors que les littéraires, quand vous avez 15, on estime que c'est remarquable, alors que c'est idiot, hein, et qu'il faudrait être capable chez les littéraires de pouvoir mettre des 20. Voilà ce que je voulais dire. Donc, par conséquent, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Les choses avancent. Ben voilà, c'est une belle conclusion, Philippe. Et je crois qu'on peut ajouter aussi qu'on peut contribuer à notre niveau, modestement, à l'avancement de la situation par ce que l'on fait. Merci pour votre participation. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous tiendrai au courant. Et on continue pour l'an prochain, d'ailleurs, on peut l'annoncer. On fera ces réunions, en plus des réunions en présentiel. J'espère que le virus va nous laisser un peu tranquilles. On fera des réunions, surtout pour nos collègues aussi étrangers, et des pays étrangers, on fera des réunions Zoom. Gabriel, voilà donc, et Salma et tous. Je vous dis bonsoir, les amis, bonnes vacances. Merci Romain pour tout ce que tu as fait, ton aide. Tu interviens à chaque fois dans nos réunions. Là, tu n'es pas intervenu, mais tu en as fait beaucoup pour cette entreprise, ce nouveau livre. Merci Romain. Bonsoir les amis. Merci, bonsoir. 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 Alors, puisque Salma est toujours là, Oui, oui, j'espère que l'an prochain, on pourra refaire ce rallye. certainement. Mais également, je voulais vraiment participer au prochain colloque, j'espère au mois de novembre. Ah ben oui, Ouais. avec plaisir. Merci. Plaisir, Salma. Bah, le sujet, il m'intéresse énormément et de soulever ce point d'évaluation avec tous ces critères ou ces modalités, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'aimerais bien rejoindre le colloque. J'espère que tout ira bien et on aura notre vaccination d'ici là, c'est ça. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup, André. Inch'Allah. Et justement, alors, il reste qui là? Marie-Pierre, mais qui a débranché sa caméra. Dis-le, passe le bonsoir à tous les amis, Salma. Tous nos amis tunisiens. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et pour le rallye, certainement l'année prochaine, on le mettra en place. J'espère que tout ira bien également. Ça nous manque. Nous aussi, ça nous a manqué. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça me manque de vous revoir également. J'espère à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye. Au revoir.